Quel adulte au cours de sa vie ne s'est jamais senti impuissant devant un manque de compétences ou de connaissances pour mener à bien un projet, ou même pour renforcer son pouvoir d'agir en tant que personne dans la communauté ou dans la société? Quel adulte n'a jamais souhaité développer de nouvelles habiletés, s'améliorer ou suivre une formation dans un domaine en particulier, mais a manqué de temps ou d'argent pour le faire? Combien d'entre nous peuvent se dire très honnêtement « Aujourd'hui, j'ai plus rien à apprendre. Mes connaissances actuelles sont suffisantes pour vivre, pour travailler, pour m'épanouir pleinement au sein d'une société qui ne cesse de se transformer. » Et plus largement même, au sein d'un monde qui connaît actuellement des enjeux d'envergure tels que la crise environnementale, les inégalités sociales, les discriminations de genre et plus encore. Combien d'entre nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits des ressources mises à disposition pour continuer d'apprendre, de s'informer, de se mettre à jour, tout en conciliant différentes sphères de sa vie, personnelle, professionnelle et familiale? Notre organisme, c'est ça aussi. Défendre le droit à l'éducation pour tous et toutes et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Sans investissement solide de nos sociétés dans l'éducation des adultes, nous croyons que certains enjeux de société vont persister, voire même s'aggraver. Bonjour à vous et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal. Moi, c'est Jessica Duvivier, agente de recherche et de développement à l'ICA et initiatrice de ce balado. De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA et je travaille à l'organisation du Forum. Notre ambition sur ce balado, c'est de vous faire découvrir le milieu de l'éducation des adultes au Québec et de rappeler aussi que l'éducation des adultes, c'est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est celle des tout-petits et des jeunes. À travers des portraits de personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage des adultes, à travers leur engagement, leurs convictions, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, leurs victoires et leurs idéaux, vous découvrirez un milieu fascinant, un milieu tout simplement vibrant. Donc, parlons éducation, oui, mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Allô, aujourd'hui je suis très heureuse de vous partager le fruit de ma rencontre avec Nathalie Germain, coordonnatrice à la programmation au CEDA, soit au comité d'éducation aux adultes de la Petite Bourgogne et de Saint-Henri. Nathalie a été une des rares personnes qui ne me connaissait pas, mais qui connaissait notre institut depuis très longtemps, et qui a tout de même répondu à l'appel de ce balado tout de suite et avec grand enthousiasme, sans avoir eu connaissance des épisodes précédents puisqu'ils n'existaient pas encore. Je la remercie donc d'avoir joué le jeu, de nous avoir fait confiance malgré la bizarrerie des notions de bien public et de bien commun avec laquelle nous l'avons attirée. Nathalie est une invitée que nous attendions avec impatience, car elle travaille dans le milieu communautaire, plus précisément dans un des organismes d'éducation populaire qui aujourd'hui et depuis 2021 se trouve au cœur d'une lutte qui rassemble 5 autres centres d'éducation populaire à Montréal. Une lutte qui est menée afin d'assurer carrément leur survie et éviter donc qu'ils ne disparaissent du paysage montréalais. La lutte Intercep. Pour faire court, l'Alliance des centres d'éducation populaire de Montréal, connue aussi sous l'acronyme Intercep, a initié à la fin de l'été 2021 une campagne intitulée « Ça coûte pas cher et ça change le monde » qui a récolté plus de 5000 signatures. Cette campagne visait à interpeller le ministre de l'Éducation qui était alors Jean-François Roberge et le gouvernement à agir dans le but de sauver les 6 centres d'éducation populaire de Montréal. Des centres qui non seulement ne sont pas financés à la hauteur de leur engagement et de leur implication, mais qui en plus, depuis quelques années, sont contraints de payer les loyers des locaux dans lesquels ils œuvrent au quotidien et dans lesquels ils étaient alors logés gratuitement depuis plus de 40 ans. La lutte Intercep est une lutte qui ne cesse donc d'être menée depuis ces 2 dernières années dans l'espoir d'un rééquilibre qui puisse assurer leur prospérité. Mais revenons à notre très cher invité qui travaille depuis 22 ans au CEDA et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer dans mon salon, sous le regard interrogateur de mon micro. 22 ans, c'est long
Et Nathalie avait donc beaucoup à dire sur le SEDA, son histoire, son évolution, mais aussi sur le milieu communautaire en général, l'éducation populaire, l'alphabétisation populaire, l'éducation populaire autonome, qui vous verrez est un gros morceau du travail mené par ces centres, la lutte intercept, le bien commun, l'éducation des adultes, le financement, les obstacles à la reconnaissance de ce milieu par le gouvernement, et j'en passe. 22 ans au SEDA, dont la majeure partie investie et engagée dans l'alphabétisation populaire, dont l'objectif est de renforcer l'autonomie, l'émancipation et la participation active des individus dans la société par l'acquisition de connaissances de base telles que la lecture, l'écriture, le calcul et l'utilisation des technologies numériques. Destinée aux adultes et généralement aux communautés défavorisées, l'alphabétisation populaire permet d'améliorer leur accès à l'information, à l'éducation, en favorisant ainsi l'inclusion sociale et le développement personnel. Mais en vivant le processus, à titre d'intervenant, d'intervenante, de participant ou de participante, c'est bien plus que ça qui semble en ressortir. Et je vous laisse écouter un extrait. C'est une approche qui, à mon avis, est elle aussi très riche parce que elle est proche des gens qui y sont, qui vivent le processus. Donc, c'est jamais la même chose. C'est jamais les mêmes personnes. Bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir un processus sur beaucoup d'années, mais il évolue à l'intérieur de ça. Le groupe évolue aussi en fonction de qui le compose. Ce qui fait que c'est toujours renouvelé et les possibilités d'action, d'activité, de projet sont infinies. C'est hyper créatif et les personnes qui sont dans les groupes d'alphabétisation, en tout cas, moi, c'est une richesse aussi incroyable là, que j'ai découvert. Le milieu populaire avec ses valeurs, ses visions différentes. Si j'avais pas travailler dans ce milieu-là, j'aurais pas côtoyé les personnes, puis ça a été vraiment une belle découverte pour moi. Entre autres, l'ouverture. J'ai été frappée par la capacité des groupes, des participants participantes en alpha, de accueillir plein de monde différent. Cette capacité-là aussi de dire, OK, hey, on fait ça un projet, puis là, c'était comme, ouais, tout le temps, oui. Pas de... Fait que des fois, on dit, les personnes qui sont en situation de pauvreté ou qui vivent, là, tu sais, des conditions de travail, pas de travail, mais des conditions de vie difficiles, tu sais, ils ont des priorités qui fait qu'ils sont pas prêts à se lancer dans des projets ou à venir à des manifestations. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai toujours vu du monde... ouais, intéressé, curieux. Ça donne envie d'en savoir plus sur ce milieu et sur la vision de Nathalie, vous ne trouvez pas? Bon, sur ce, je vous laisse découvrir la suite de notre entretien. Bonne écoute! À mon avis, il faut absolument que s'assurer que les organismes communautaires puissent se maintenir dans les milieux, être accessibles. Il faut que le gouvernement maintienne les organismes dans les milieux. C'est un incontournable. Là, il y a rien. C'est comme, on vous expulse, mais les groupes savent pas où ils vont aller. Ils ont pas de soutien financier. Puis on sait qu'on est dans une crise du logement là, qui touche aussi les espaces commerciaux, j'imagine, là. Fait que, puis c'est ça, c'est inabordable. Donc, c'est terrible, là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs, là, présentement, l'incapacité des organismes à demeurer dans le milieu. C'est de se battre pour pas perdre ce qu'on a. Je pense que c'est aussi ça qui est un défi. Bon, nous, par exemple, à l'Intercept, on se bat pour pas perdre nos bâtiments dans lesquels on travaille depuis 30-40 ans. Tu sais, d'un moment donné, tu te dis, Seigneur, c'est quand même, on se bat pour pas perdre ce qu'on a. On n'est pas dans l'avancement. Mais à travers de tout ça, se construit des solidarités, les gens vivent des moments importants, relèvent des défis. Hein, c'est toute
la force de l'éducation populaire autonome. On s'articule aussi sur notre légitimité, puis on revendique du bien commun. Voilà, c'est toute la pertinence de continuer, je pense, elle est là, les rencontres, mettre des gens ensemble, ça change la vie de beaucoup de gens. Donc, c'est à construire, puis ça se construit là avec les personnes qui y sont, puis la force de s'adapter aux changements, à accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux enjeux constamment, ben ça fait que peut-être qu'il n'y a pas une victoire finale, mais il y en a plein. C'est un processus qui est assez extraordinaire, je dirais, là. C'est pas évident de décrire le CEDA parce que effectivement, c'est un organisme très multi. Donc ça, c'est la première chose. Mais je dirais que dans un premier temps, le CEDA, c'est un espace. C'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Non seulement c'est ouvert à tout le monde, mais une des choses qui me plaît particulièrement du CEDA, c'est qu'on vend rien. Il n'y a pas de publicité. Et si t'as pas une scène, tu peux venir prendre un café puis jaser avec du monde. Fait que déjà là, comme lieu, c'est un peu marginal, hein, comme dans notre société de consommation. C'est donc un lieu d'accueil, d'ouverture. C'est un milieu de vie pour justement beaucoup de citoyens résidents du Sud-Ouest qui ont perdu leur espace de rencontre à cause de la gentrification. Donc, tous les espaces qui étaient les leurs ont disparu. Les commerces sont plus accessibles. Prendre un café, c'est rendu impossible si t'as pas 10 piastres dans les poches pour... pas plus que 10 piastres, mais un café, c'est rendu un prix extraordinaire. Donc, en gros, ce qui reste aux gens, c'est les centres d'éducation populaire, comme le CEDA, comme le Carrefour à Pointe-Saint-Charles. Et il y en a 4 autres là à Montréal. Le CECRG dans Montréal-Nord, les ateliers du plateau sur le plateau, le PEC dans Hochelaga-Maisonneuve et le comité social Centre-Sud dans le Centre-Sud. Donc, le CEDA fait partie d'une coalition là, qui s'appelle l'Intercept. Et ces 6 centres-là ont à peu près un profil là, semblable. En tout cas, à tout le moins, tous ces centres-là représentent des lieux pour le milieu populaire de rassemblement dans des quartiers qui gentrifient, des quartiers anciennement des quartiers ouvriers. Sauf le Montréal-Nord, le CECRG, là, c'est quand même encore enclavé et assez pauvre, mais on le sait, le plateau, même Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie, tout ça. Donc ça, c'est une première chose que je trouve comme fondamentale, cet espace préservé pour la population traditionnelle et aussi les personnes nouvelles arrivantes, qui sont aussi super bienvenues, des milieux ouverts. C'est aussi des centres financés par le ministère de l'Éducation dans le cadre d'une enveloppe qui ne correspond pas, ceci dit, là, on pourra en reparler plus tard, là, à la mission d'éducation populaire, mais il y a une vocation donc d'éducation, formation, qui, pour le CEDA, se décline là, en plusieurs volets. Par exemple, au cœur, je dirais, l'alphabétisation populaire, évidemment, et aussi, depuis beaucoup d'années quand même, la francisation. Il y a tout un aspect aussi de éducation plus par rapport à informer les gens sur la société d'accueil pour les personnes immigrantes. Donc, on va avoir des cafés-rencontres sur le système d'éducation, le logement. Il va aussi y avoir un volet socio-culturel, donc tous des ateliers céramiques, couture. Donc, c'est des volets anciens, là, du CEDA. Un volet aussi cuisine important, là, qui est comme lié beaucoup, là, cuisine collective, atelier thématique. L'alimentation, ça a un grand pouvoir, là, de mettre les gens en relation interculturelle. Et il y a aussi tout un volet de dépannage, donc comptoir à linge, distribution alimentaire, service d'impôt aussi pour les personnes à faible revenu.
Et aussi, on essaie de développer nos activités selon les besoins aussi. Là, c'est une des capacités que le milieu communautaire a de s'adapter à l'évolution des populations du quartier. Donc, le volet informatique a été développé là, depuis vraiment quand même plusieurs années pour permettre aux personnes soit d'avoir accès à un ordinateur ou à l'Internet, mais aussi de faire des ateliers pour qu'ils puissent se débrouiller, mais aussi développer un peu de la critique là, face à ces technologies-là. Là. Fait que c'est ça. J'oublie peut-être des choses, parce que c'est ça, il y a tellement... Il y a aussi un soutien, oui, c'est vrai. Il y a un soutien aux personnes immigrantes, donc de l'intervention quand même qui se traduit par des interventions individuelles. C'est beaucoup les nouveaux arrivants, les aider à remplir des formulaires, tout ça, les cafés-rencontres. Et dernièrement, on a ajouté aussi un volet défense des droits individuels pour les personnes de la cité sociale. Donc, c'est un milieu qui est quand même assez complexe, là, assez riche. Il y a aussi le volet dans le milieu de vie. Il faut quand même, je le dise, là, les fêtes, les sorties, une volonté là, de donner accès à un petit peu des activités de loisirs que les gens ont pas les moyens, là, ou peuvent pas sortir de la ville. Fait que ça aussi. Et il y a le volet aussi qui est lié à toute la vie démocratique. L'implication des membres dans des comités, des assemblées, l'objet CEDA, l'organisme comme tel étant en soi un lieu de formation, d'implication, puis d'éducation populaire. Une offre tout de même très complète, essentielle même, et pourtant qui reste assez peu connue et reconnue du reste de la population. Et voici donc pour la petite histoire fort intéressante du CEDA. Le CEDA est quand même parmi les premiers organismes communautaires, populaires dans l'histoire de Montréal, à tout le moins. Avec le Carrefour Pointe-Saint-Charles, là, on est dans les premiers centres d'éducation populaire. Et l'histoire du CEDA est liée, évidemment, encore une fois, à l'histoire de son quartier. Ça, c'est un élément, je trouve, très important pour comprendre les centres d'éducation populaire, là, l'ancrage dans le milieu, et correspond à toute la démolition, en fait, des quartiers ouvriers, là, dans les années 60. 65, 66, 67. Par exemple, la petite Bourgogne a été démolie presque à 80%, là, c'est quand même majeur. Donc, les gens recevaient des avis d'éviction parce qu'ils démolissaient, et il y avait des assemblées qui ont commencé à prendre place, beaucoup par les prêtres ouvriers, là, c'était aussi là, le mouvement de libération. Là. Donc, il y a des gens qui ont remarqué que les personnes avaient de la difficulté à lire. Entre autres, les avis d'éviction. Il y a eu une prise de conscience aussi avec la fermeture des entreprises à cause là, de l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Là. Toutes les compagnies qui étaient sur le bord du canal de la Chine ont fermé une après l'autre. Donc, des gens qui étaient très peu scolarisés, mais qui avaient quand même un emploi, se sont retrouvés pas scolarisés dans une crise économique et donc vraiment en position de très grande vulnérabilité dans un contexte où l'État était pas très développé, donc il n'y avait pas grand-chose là pour soutenir les personnes là, dans ces changements terribles au bout du compte là, qui leur arrivaient. Et à partir de là, il y a eu des initiatives citoyennes d'où est né le CEDA. Là. C'est très lié aussi avec les sœurs, les religieux qui étaient quand même très impliqués en éducation. Là. C'était quand même elles qui étaient les maîtres d'œuvre beaucoup en éducation. Et avec une congrégation, là, je me souviens plus c'est laquelle, mais en tout cas une congrégation et quelques personnes, surtout des femmes, il a commencé à avoir des initiatives pour que les gens puissent apprendre à lire et écrire. C'était souvent dans les cuisines et tout ça. Et il y a eu une reconnaissance de l'intérêt, l'importance de ces initiatives-là. Et le premier lieu où le CEDA... En tout cas, ils ont été installés avec plein de petites initiatives
dans un presbytère. Parce que il y a des prêtres qui ont dit « ça n'a pas de bon sens ». Nous, on vit dans un grand presbytère super riche, puis les citoyens, eux autres, ils perdent tout le logement, ils réussissent pas, ces petits comités-là, citoyens, ils n'ont pas lieu, fait que les prêtres ouvriers de cette paroisse-là ont décidé d'aller vivre, eux, dans des logements, aller travailler et laisser l'espace aux personnes. Et donc, là, est née cette initiative-là. À un moment donné, évidemment, ça a voulu grossir et on a offert au CEDA un premier espace qui était, je crois, une école de métier, ou je sais pas trop, sur Atwater. Et finalement, on est abouti dans ce qu'on appelle là, les bâtiments excédentaires de la CSSDM, la commission des écoles catholiques à l'époque. Donc, installé là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que le CEDA s'est développé sur, premièrement, je dirais, plutôt 2 courants de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Les 2 courants qui sont, je vais les dire dans mes mots, là, un courant dont l'objectif est d'outiller les personnes, je dirais outiller les personnes pour faire face à leur environnement qui change. Donc, par exemple, puis à leurs conditions socio-économiques. Mieux se débrouiller, je dirais. Donc, outiller les gens pour qu'ils puissent se débrouiller face à un environnement qui est quand même hostile, là, économiquement puis socialement. Donc, comment faire un budget, comment cuisiner avec pas beaucoup d'argent, mais que ça soit quand même nourrissant. Faire un budget, se débrouiller. Bon, il y a de l'entraide là-dedans aussi. Donc, c'est plus axé sur comment qu'on peut s'outiller. Ça n'a pas une vocation de changer la société. Hein? On n'est pas dans une perspective critique ou de transformation sociale. On est dans une perspective d'adapter les gens, de leur donner des outils pour qu'ils puissent survivre dans cet environnement-là. Ça, c'est un des courants qu'il y a eu. Et un autre courant qui se superposait à ça, c'est un courant qui est venu peut-être un petit peu plus tard, mais dans les années 70, c'est le courant de s'actualiser, hein, de permettre aux personnes de se découvrir des talents, de prendre confiance en eux, parce que quand même, au CEDA, on a plutôt rejoint des gens exclus là, du marché du travail, malgré qu'au début, il y avait beaucoup de travailleurs, mais à un moment donné, tranquillement, pas vite, de plus en plus, ça a été les gens exclus du marché du travail, les femmes aussi isolées ou mères de famille, mais qui avaient comme besoin de sortir de chez elles, se construire une identité propre. Donc, il y avait des ateliers, il y a eu de tout, là, du macramé en passant par le yoga, donc des ateliers plus axés sur, prendre confiance en soi, se découvrir des talents, développer des nouvelles habiletés, des compétences. Tout ça, les deux, avec une idée, tu sais, genre, à la fois de se donner confiance, puis à la fois de se donner des compétences. Donc, la couture, la céramique, la poterie, ce qu'on appelle les activités là, socio-culturelles. Donc, ces 2 volets-là, complémentaires, se sont traduits beaucoup par ça. Par rapport à l'alphabétisation, qui était à ce niveau-là, dans les années 70, là, dans les premières activités, plus de formation, éducation, au début, c'était quand même plus, tu sais, lire, écrire, calculer, donc axé sur, encore une fois, là, développer des compétences pour essayer de mieux se débrouiller. Donc, à l'origine, c'était pas un organisme qu'on pourrait dire d'éducation populaire autonome. Je dirais que ce volet autonome, éducation populaire autonome, quand on dit ça, c'est que l'approche, elle est, premièrement, ben c'est ça, il y a une visée, un esprit critique de la société, ce qu'on ne trouve pas dans les 2 autres volets, puis il y a une volonté non pas de changer les gens pour s'adapter à un système qu'on considère injuste ou produisant de l'exclusion, mais plutôt de le changer pour que les gens puissent avoir un rôle, être reconnus, avoir une voix, avoir accès aux droits. Donc, c'est vraiment une perspective complètement différente.
Donc ça, c'est la grosse différence, je dirais, d'après moi, entre éducation populaire et éducation populaire autonome. Puis plus nuancé, je dirais peut-être que l'éducation populaire me semble moins exigeante sur la place des personnes, des participants, des participantes dans le processus d'apprentissage ou, par exemple, dans des ateliers, mettons, je vais dire n'importe quoi, là, menuiserie, mettons, ça peut facilement se traduire par un animateur, plus un formateur ou un professeur qui connaît ça et qui va montrer aux participantes comment faire X, Y chose. Tandis qu'en éducation populaire autonome, on va accorder une grande importance au fait que les personnes concernées qui sont là décident de c'est quoi qu'ils ont le goût de faire, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi les objectifs, pourquoi qu'on est ensemble. Donc, on va parler plus d'un rôle d'animateur et moins de formateur. C'est-à-dire que la différence, c'est que l'animateur ou l'animatrice, son rôle, c'est plus d'amener le groupe à identifier ses objectifs. Et là, on est quand même ailleurs. Je pense qu'en éducation populaire, il y a moyen quand même de faire ça. Mais encore là, je pense que l'exigence, elle est peut-être moins clairement énoncée ou en tout cas, ça me semble être plus peut-être un souhait qu'un principe intégré. Donc ça, c'est un peu aussi le rôle au CEDA de ne pas seulement s'arrêter à donner des services, mais à voir comment on peut amener des gens à un moment donné à développer une vision un peu plus critique, puis peut-être même à faire partie d'un comité ou à venir à une manifestation ou à changer la vision aussi qu'ils ont ou leur lecture, de dire que s'ils sont pauvres ou s'ils sont analphabètes, c'est parce que c'est leur faute. Ça, c'est un des grands travaux qu'on a à faire là, en éducation populaire autonome. C'est toute cette déconstruction d'un discours que les gens ont intégré, parce qu'à l'école, on les a insufflé là, cette idée-là que, au bout du compte, ils sont responsables de leurs conditions. Puis tant que c'est pas fait, on peut pas demander à quelqu'un de revendiquer ses droits. Parce que si tu es convaincu que c'est toi qui es responsable, parce que tu étais paresseux, parce que tu as la tête dure, parce que tu es mal organisé, toutes ces fausses raisons-là, c'est gênant de dire j'ai le droit à ça. Mais quand tu comprends que c'est quand tu déconstruis ça avec les gens, là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, et tiens, puis qui n'ont pas eu les conditions, peut-être, pour réussir à l'école. Fait que c'est des conditions que c'est pas eux autres qui ont choisi. Là, tout d'un coup, tranquillement, pas vite, il peut y avoir une affirmation, puis une libération, je dirais, aussi, là. Et en effet, déconstruire les discours environnants que les personnes ont tendance à intérioriser sans même s'en rendre compte, avec des impacts plus ou moins négatifs en bout de ligne, est une des missions de transformation sociale de l'éducation populaire autonome. À cet égard, Nathalie me fait d'ailleurs mention de l'importance qu'il y a de considérer le volet transformation sociale, éducation populaire autonome, comme provenant de l'alphabétisation populaire qui lui-même s'est rattaché à un regroupement nommé le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, soit le RGPAC. Un regroupement fondé par les groupes d'alphabétisation qui a développé une approche, une déclaration de principes, des pratiques et une réflexion propre. Donc Nathalie me dit que lorsque le CEDA est devenu membre de ce regroupement, ces travailleuses et ces travailleurs ont été intégrés dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'on va appeler un mouvement et qui, selon elle, a été déterminant dans le passage des 2 premiers courants à celui de l'éducation populaire autonome. Nommer ces appartenances est important car selon Nathalie, elles permettent de mieux s'articuler et d'offrir davantage de soutien, d'outils, d'orientation et de ressourcement à ses membres grâce à la richesse des autres organismes. Puis je vais rajouter par rapport au CEDA un aspect important, c'est que au CEDA, il y a aussi des organismes qui habitent le CEDA, donc des groupes résidents
dont le comité logement, le pas pire comité logement, l'Audace qui fait de la défense de droits collectifs pour les personnes à cité sociale. On a des regroupements, le Front commun. En tout cas, on a des organismes qui, pour nous, participent de la même approche d'éducation populaire, autonome, donc qui sont tout à fait la légitimité d'être dans aussi le bâtiment. Et nous, on travaille avec eux, évidemment. Puis l'autre élément important, c'est qu'on a aussi des locaux, une grande salle, qui est mis à la disposition de la population et des autres organismes. Donc, il y a beaucoup d'assemblées générales qui se développent là, des mobilisations, c'est un lieu de rassemblement, des forums, des colloques, il y a toutes sortes d'activités citoyennes qui sont là. Et ça, c'est d'une richesse importante. C'est un bien commun important et exceptionnel. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de le nommer, là, l'apport des autres organismes dans la pertinence de ce lieu-là. Là. Mais avant de lui demander de nous en dire plus sur sa vision du bien public et du bien commun dans les milieux de l'éducation populaire, j'ai eu envie de savoir ce qu'elle pensait du vocable que l'on utilise depuis le début de ce balado, à savoir celui d'éducation des adultes. On sait, ce terme inclut une grande variété de lieux et de formes d'éducation. Émilie et moi avons souvent constaté lors de nos consultations pré-forum que plus nous nous éloignions des espaces d'éducation formelle, moins il était employé et même reconnu comme tel. Alors, qu'en est-il du terme d'éducation des adultes au sein des organismes d'éducation populaire ? Et vous verrez que la réponse de notre invité est fort intéressante car l'ambiguïté de ce terme met sans doute en relief certaines des tensions et certains des enjeux vécus par le milieu communautaire. Ça, c'est particulier parce que l'éducation des adultes, je pense que, en fait, je sais que, je vais revenir avec l'alphabétisation populaire. Évidemment, l'alphabétisation populaire au Québec, c'est quand même développé un peu, pas mal en critique de l'éducation formelle. Qui on a dans nos groupes, c'est des gens qui sont sortis souvent, qui vont être sortis du système d'éducation blessés. Sentiment d'échec et justement là, ce que je racontais là, avec un discours intégré qui est terrible. Là. Donc, on a un regard déjà très, très critique. Alors là, on se retrouve avec le mot « éducation des adultes » et ce qu'on voit, c'est que tranquillement, pas vite, moi, ce que j'ai comme, à force de travailler, c'est que on a associé éducation des adultes à la DFGA, c'est-à-dire la formation générale des adultes. Je pense que c'est bêtement, quand on parle d'éducation des adultes, puis pas, je pense que la population générale, l'éducation des adultes, c'est l'éducation de la DFGA, là. Fait qu'on s'identifie pas vraiment à l'éducation des adultes. Puis pour ma part, parce que j'ai fait des études là au diplôme d'études supérieures en formation éducation des adultes, ça m'a permis de découvrir que c'est beaucoup plus que ça, l'éducation des adultes. Fait que c'est bête, mais tu sais, il a fallu que je fasse des études pour découvrir ça, là. C'est quand même particulier. Je pense que l'éducation des adultes est un terme tellement large que soit qu'on y met juste la direction générale, là, la formation des décrocheurs, là, en commission scolaire, ou soit qu'on met tellement d'affaires là-dedans que c'est comme pas signifiant. Fait que c'est ça, c'est soit une vision trop précise puis pas qui rend pas la richesse ou tout le multiforme, ou soit c'est trop large puis on s'inscrit pas là-dedans. Mais c'est un enjeu qui reste quand même. En tout cas, moi je pourrais parler de la lutte intercept là. Je parlais plutôt des 6 centres d'éducation populaire. En fait, il faut savoir que dans les années 60, il y a Direction de la formation des adultes, je crois, qui a été créée par la commission, là je parle à Montréal, Commission scolaire de Montréal,
créé la direction de formation des adultes. Je pense que c'est ça le nom. Et eux essaient de, justement, rejoindre les personnes exclues, marginalisées, pour finalement là, les outiller, là, un peu là, un des courants là, dont je parlais tantôt. Donc, eux autres essayent d'intégrer les personnes exclues du marché du travail, peu scolarisées, à leur programme. Mais ils ont de la difficulté à rejoindre les gens parce que, bon, j'imagine que c'est un petit peu contraignant, peut-être, les structures là, dans lesquelles ils veulent insérer les personnes, puis ça répond probablement pas à leur réalité. Partir des réalités des gens, c'est un autre principe de l'éducation populaire autonome important que j'ai oublié tantôt. Et il y a une constatation, une reconnaissance que les petites initiatives qui sont menées, entre autres dans le sud-ouest de Montréal par le Carrefour, là, puis ce qui va devenir le CEDA, c'est des initiatives qui permettent de rejoindre ces personnes-là. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe, c'est que cette reconnaissance-là, de notre capacité à rejoindre les gens que la commission scolaire ne rejoint pas et la pertinence de notre approche se traduit par le fait que les centres, il y a les 6 centres d'éducation populaire à Montréal, vont être logés gratuitement dans des bâtiments excédentaires de la commission scolaire, c'est-à-dire des écoles qui ont fermé suite à j'en parlais plus tôt, le fait que les quartiers ouvriers ont été vidés, fermés, ouais, c'est une bonne expression, parce qu'il y avait une crise économique et il y avait une vision là, de la rénovation sociale. Là, je me souviens plus exactement du terme, mais l'idée de démolir les quartiers, les vieux quartiers, puis renouveler le parc immobilier. Donc, la transition vers ça, ça s'est traduit par une exode des personnes et la fermeture d'écoles. Donc, on a été gratuitement logés dans ces écoles-là où il y avait encore des religieuses, dans le cas du CEDA, où ce qu'on était. Et donc, ça nous a permis de rester dans ces écoles-là puis se développer. Tranquillement, pas vite, à chaque fois que le ministère de l'Éducation... Puis on avait aussi une subvention. On pouvait rester dans les locaux, puis on avait une subvention pour payer là, l'entretien des frais d'occupation de la commission scolaire, qui répondait bien sûr du ministère. Ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, pas vite, à chaque fois qu'il y a eu des coupures, l'État québécois là, s'est conçu, tout ça, bien, à chaque fois qu'il y a eu des coupures en éducation, bien, la première réflexe de la commission scolaire, c'était de couper les centres d'éducation populaire parce que pour elle, sa mission première, elle allait aux enfants. Donc, la reconnaissance de l'importance de l'éducation des adultes par le ministère de l'Éducation, elle a toujours été un enjeu pour les centres d'éducation populaire parce que c'est ça. Donc, ce faisant, à chaque fois qu'il y a eu des coupures, et il y en a eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 90, il y en a eu énorme avec le ministre Couillard, là, avec l'austérité. Donc ça a été terrible et ça a toujours amené la commission scolaire à remettre en question soit la subvention qu'on avait, elle a diminué. À un moment donné, nous, on était logés gratuitement parce qu'on avait cette reconnaissance que le travail qu'on fait est peut-être, on dirait une complémentarité. Moi, je dirais plutôt une alternative, mais bon, ils l'ont vu comme étant partie prenante, une stratégie intéressante pour rejoindre les gens que le ministère doit rejoindre, parce que c'est le mandat du ministère de l'Éducation, c'est aussi rejoindre tous les citoyens, à mon avis. Donc, cette remise en question, cette coupure-là, toujours la première du soutien au centre d'éducation populaire, traduit le fait que l'éducation populaire, au bout du compte, puis l'éducation aux adultes, plus largement, est pas tellement prioritaire. Et là, on en est rendu à ce que la commission scolaire nous a obligés à signer un bail en payant un loyer sous peine d'éviction. Donc, la lutte pour l'Intercept, pour rester dans le bâtiment, pour avoir du financement,
pour le loyer, tout ça, est directement lié avec ce problème de reconnaissance de l'éducation des adultes comme importante et nécessaire au ministère de l'Éducation. Puis là, si on parle plus spécifiquement de l'éducation populaire, ben là, on descend encore plus bas, là, tu sais. Fait que notre lutte, elle est toujours de dire, ben, notre action s'inscrit dans la mission du ministère de l'Éducation et vous devez reconnaître la pertinence, et ils le reconnaissent, mais ça se traduit par la capacité qu'on a de se maintenir dans nos bâtiments. Et donc, pour moi, c'est un exemple très concret du fait que non seulement le ministère de l'Éducation ne reconnaît pas l'éducation populaire et autonome comme partie prenante de l'éducation, mais le fait que nous autres, on nomme pas clairement non plus qu'on s'inscrit dans l'éducation des adultes. Fait que, tu sais, il y a comme fait que le rôle de l'éducation, tu sais, le mot, le terme, le concept d'éducation des adultes, là, c'est ça, il est un peu barouetté, là, je dirais, là, dans cette dynamique-là. Là. C'est peut-être aussi le fait que l'éducation des enfants passe beaucoup, en tout cas, quand on pense à ça, par l'école, par des lieux formels. Alors que l'éducation des adultes peut appartenir à autre chose que, justement, là, les milieux scolaires, là, formels. Il y a quelque chose là, par rapport, c'est ça, à cette capacité-là du ministère de l'Éducation de reconnaître l'éducation en dehors de ses propres structures. Puis nous, on est comme dans une ancienne école, mais on a une autonomie par rapport on n'a pas de programme scolaire, on n'a pas de diplôme. Fait que là, il y a comme une interface un peu particulière. On n'est pas les seuls, là, les écoles de décrochage, tout ça, qui sont financées aussi par le programme d'action communautaire sur le terrain d'éducation, le PACT. Mais il y a quelque chose de pas assumé. Et c'est d'autant plus pas assumé que je vais aller avec une autre revendication là, qui est propre à l'Intercept, c'est que quand il y a eu la politique d'action communautaire, la reconnaissance de l'action communautaire dans les années 2000, début 2000, là, je pense que ça rentrait en vigueur en 2000-2001, chaque ministère a développé une enveloppe pour financer à la mission des organismes. Donc, il y a des organismes qui ont été placés, où je pense qu'il y avait comme des associations qui ont été faites assez rapides, là. Entre, par exemple, toi, tu t'en vas en santé services sociaux, puis pour des organismes, ça avait un sens, effectivement. Mais je sais que ça a eu un gros impact sur l'éducation populaire, c'est-à-dire que dans cette politique-là, l'éducation populaire a été plus reconnue comme une approche transversale, une caractéristique, peut-on, des groupes d'action communautaire autonomes. Et ce que ça l'a fait, c'est qu'il n'y a pas eu d'enveloppe ou de programme éducation populaire. Fait que pour les 6 centres qui, avant ça, il n'y en avait pas de financement à la mission, mais nous, on collectionnait, comme bien les autres organismes, une petite enveloppe à la famille, une petite enveloppe aux loisirs, une petite enveloppe à santé services sociaux, un petit projet par-ci. C'était assez multi. Il y a ceux qui avaient, comme le Carrefour et le CEDA, un secteur alphabétisation. Eux autres avaient aussi le programme le PSEPA, je pense, le programme de soutien à l'alphabétisation populaire. Puis il y avait d'autres groupes, c'était le PSEPA, à l'éducation populaire. Fait qu'il y avait des enveloppes, mais grosso modo, il y avait beaucoup d'autres organismes qui étaient considérés comme faisant de l'éducation populaire. Ils se sont ramassés soit en santé et services sociaux, soit au Saquet. Mais là, si tu fais de l'éducation populaire, donc si tu es un centre d'éducation populaire, c'est plus reconnu. Fait que nous, le Carrefour et le CEDA, on s'est retrouvés au ministère de l'Éducation. Pourquoi? À cause de l'alphabétisation. Mais les 4 autres organismes qui n'avaient pas de secteur alphabétisation, ont été dans d'autres volets, ce qui fait que aujourd'hui, à un moment donné, suite à une lutte,
quand ils ont revendiqué d'être financés par le ministère de l'Éducation, eux aussi, ben, on les a la seule enveloppe qui était disponible pour eux, ça a été l'alphabétisation, même s'ils n'en font pas. Puis on se doute bien que le ministère de l'Éducation, notamment, n'a pas trop le goût de réouvrir ou d'ouvrir une porte de financement aux organismes qui font de l'éducation populaire, parce que, garantie, on ne serait pas que les 6 centres. Parce que l'approche d'éducation populaire autonome, c'est effectivement une approche qui est vécue dans les groupes de femmes, dans les groupes des comités logement, les groupes de défense à l'aide sociale, donc dans l'ensemble des groupes de défense collective des droits. C'est fondamentalement de l'éducation populaire autonome. Donc, on s'entend que s'il y avait une enveloppe qui s'ouvrait là-dessus, en éducation, il serait extrêmement légitime d'aller cogner à cette porte-là. Puis je pense que ça, c'est un enjeu qui nuit peut-être là, au fait que c'est pas reconnu aussi, dans le sens que c'est ça, on reviendrait avec une reconnaissance qui a été perdue. Évidemment, là, un des grands obstacles à la reconnaissance à l'éducation populaire, puis au milieu communautaire en général, là, je dirais, c'est puis peut-être plus à l'éducation, là, c'est que c'est beaucoup axé sur l'employabilité. Donc, la valeur vraiment de l'éducation, là, tu sais, avec toute la richesse que ça peut amener, de l'éducation des adultes, l'éducation, ben, ça semble pas encore là être prioritaire. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça devient plus difficile de valoriser toute la richesse de l'impact que ça a au niveau social, individuel et social, quand c'est pas pantoute dans les priorités du gouvernement. Là. On dirait que quand les gens sont adultes, puis surtout s'ils sont pas très riches, puis peu scolarisés, on dirait que ça vaut pas la peine. C'est bête à dire, on va mettre de l'argent sur les enfants, tu sais, la prévention, les enfants, beaucoup. Puis c'est parfait, là. Moi, je trouve toujours qu'il y a de la richesse en masse pour tout faire, là. Mais c'est ça, c'est comme si on dirait qu'il était trop tard ou que les gens n'ont pas d'importance. Puis ça, je trouve ça... Quand on parle de marginalisés, là, des personnes marginalisées, je dirais que les adultes en situation de pauvreté, at large, sont marginalisés. Et ça se traduit par, en fait, un non-soutien du communautaire, de l'éducation populaire autonome. S'il n'y a pas moyen que tu ailles travailler, on dirait que ça n'a pas de valeur. T'sais. Bon, vous l'aurez compris, le milieu communautaire et plus spécifiquement les milieux d'éducation populaire ne manquent pas d'obstacles à leur reconnaissance au sein de la société, quand bien même leur travail est essentiel à une partie de plus en plus importante de la population. Et donc vous vous doutez bien qu'ici la notion de bien commun semble plus pertinente que jamais à aborder. Vous allez voir d'ailleurs que Nathalie nous donne un exemple des plus pertinents quant à cette notion qui peut être assez vite, détournée au profit d'un bien privé. Ce qui m'est venu en tête, c'est que le bien public, mettons, tu sais, dans le sens public, mettons, c'est tout ce qui est pas privé. Je pourrais dire ça. Je vais le nommer en opposition quelque chose de privé, mais privé dans le sens de peut-être... c'est ça. Quelque chose qui est public, c'est pas privé. L'affaire, c'est que pour moi, bien commun, un bien public devient un bien commun quand les personnes, la population, les citoyens, les citoyennes investissent ces espaces-là. Puis ils sont légitimes de le faire et on reconnaît qu'ils sont légitimes de le faire. Donc, il y a quelque chose pour moi de bien commun qui est peut-être investi, alors que le bien public peut être un peu passif, mais être là. Il y a un potentiel de tout ça, mais il ne l'est pas nécessairement. Fait que, par exemple, je reviens toujours sur mes exemples. Puis c'est un exemple qui est, pour moi, qui dépasse là, les 6 centres d'éducation populaire, ça concerne tout le milieu communautaire. C'est, encore une fois, un exemple très concret, les bâtiments excédentaires de l'ancienne commission scolaire.
Donc, on a un parc d'écoles, un parc immobilier qui, à mon avis, est un bien public parce que c'est des écoles. Hein? Les gens, à travers les impôts, à travers les taxes scolaires, à travers... ont des écoles. Le gouvernement gère des écoles. Mais là, c'est comme géré comme un bien privé. Parce que là, avec la CSSDM, puis même, comme je disais, là, quand il y avait des coupures à la commission scolaire, les premiers qu'on va couper, évacuer, c'est toujours les organismes communautaires qui pourtant contribuent à l'éducation, par l'éducation populaire, mais des fois très précisément, aide aux devoirs, etc., francisation, alphabétisation populaire. Et là, présentement, ce qui est en train de se passer à Montréal, c'est que les organismes communautaires n'ont plus d'espace. Dans ces espaces publics-là, sont considérés comme... sont évacués. Fait que moi, ça, je trouve ça extrêmement choquant parce que c'est un bien commun. Le milieu communautaire a fait de ces écoles vides-là des espaces de bien commun. Puis là, on est en train de les sortir de là pour des raisons d'éducation, mais des fois pour des raisons autres. Mais il y a une non-reconnaissance de cet impact important en éducation, puis plus largement socialement pour les populations des quartiers. Ça, pour moi, c'est un exemple là, de passage entre un bien public passif qui devient un bien commun, mais qui va probablement être... On va évacuer l'aspect bien commun. Même si une école, même si c'est pour... je comprends que c'est pour relocaliser une école, je comprends, mais des fois, c'est pas toujours ça. Puis il y a une paresse, à mon avis, de dire, ben on n'a pas planifié en disant que ces écoles-là, maintenant, n'étaient plus à vocation pour les enfants. C'est une vocation communautaire, c'est une vocation d'éducation populaire. Ça aurait pu être reconnu et d'autres solutions auraient pu être mises en place. Fait que pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu symbolique là, dans ce qui est en train de se passer. Pour moi, le bien commun, c'est quelque chose qui est... C'est sûr que si on reconnaît ça, ça vient avec la mise en place de plein de choses. Bon, je donnais l'exemple du communautaire, pour moi, qui est un bien commun en soi. Faut le soutenir, faut lui donner les moyens de rayonner puis de rejoindre les gens pour qui il existe. Donc ça c'est clair que ça passe par le financement, l'autonomie, la reconnaissance, c'est toujours les mêmes revendications. Mais je pense aussi que ça passe surtout par des politiques sociales qui font que les personnes ont les moyens de répondre à leurs besoins. Là. Tu sais, il y a quelque chose aussi de l'analyse politique. Parce que je pense qu'il faut faire attention à... C'est un peu comme ce qu'on dit tout le temps, nous autres, là, tu sais, si tu fais de la distribution alimentaire, puis là, tu fais juste ça, ben il faut se questionner. C'est comment se fait qu'on a à faire de la distribution alimentaire? Comment se fait que les gens peuvent pas se payer directement ce qu'ils veulent manger à leur goût, puis choisir. C'est parce que le chèque d'aide sociale ou le revenu de base, ça existe pas. Le chèque d'aide sociale est trop bas, le revenu de base n'est pas mis en place. Fait que comment, à la fois, se battre pour que les politiques sociales permettent une vraie sortie de pauvreté, puis aussi un accès plus grand à l'éducation, au logement. Ça, c'est fondamental, là, le logement. Fait que c'est pas... On peut pas déconnecter un discours sur le bien commun sans que, parallèlement, il y ait des revendications politiques. Puis je pense que c'est aussi ça, là, qui... Je pense qu'on a tendance, des fois, à oublier que ça passe pareil par des politiques sociales.
Merci beaucoup Nathalie Germain pour ce beau partage. C'était Jessica Duvivier, réalisatrice et productrice du balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». En espérant que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de plonger au cœur de nos précédents entretiens. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre 5 étoiles pour maximiser notre visibilité et ainsi faire valoir nos revendications. Dans notre prochain épisode, et certainement le dernier de cette série, où Émilie et moi viendrons clore ce balado par une discussion autour du forum qui a eu lieu avec grand succès les 7 et 8 juin derniers. Dans ce balado, nous vous ferons un résumé de ce qui a été abordé, des principes déterminants qui sont ressortis pour assurer un plus grand bien commun en éducation des adultes, mais aussi, et non des moindres, des principaux chantiers de travail élaborés par nos participants et participantes lors des ateliers du forum, chantiers que nous devrons, lycéens et tous ceux qui veulent y participer, mettre en place au cours des prochains mois, par l'instauration de comités de travail notamment, et ceci dans le but bien sûr d'élaborer collectivement des pratiques visant un plus grand bien commun en éducation des adultes. Je ne vous en dis pas plus, à part que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, et je vous dis à très bientôt!